Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Philippe Colléon, bonjour. Bonjour. La matière dans laquelle vous excelliez, vous étiez vraiment redoutable, excellent lorsque vous étiez au collège, par exemple. C'était laquelle? Une matière qui vous plaisait, où vous étiez très fort? Qui me plaisait, j'ai peut-être jamais eu une matière où j'étais excellent et redoutable. C'était plutôt les mathématiques. Mathématiques, parce que en fait, les mathématiques, c'est très drôle, c'est une logique. Et quand vous comprenez cette logique, ça devient un jeu. Ça devient un plaisir. Et à un moment, il y a eu le déclic sur les mathématiques. Et les maths deviennent un plaisir. Et j'ai eu la chance d'accéder, si je puis dire, à cette dimension de plaisir, de jeu. Plaisir que j'ai jamais eu, à titre personnel. On n'est pas tous jamais trop pareils. tard. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec en face de moi aujourd'hui Philippe Colléon, qui entend réenchanter l'éducation. C'est ce que j'ai lu en tout cas sur votre profil LinkedIn. Depuis 1997, année à laquelle vous avez créé Academia, société de formation. Donc ce déclic en 97, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce qui vous donne envie d'entreprendre et de lancer cette aventure? Alors d'abord, c'est une histoire de rencontre avec mon associé, Maxime Ayache, qui avait quelque part créé les prémices d'Academia. Et cette envie, effectivement, d'aider les enfants. Honnêtement, au départ, j'étais père de 2 enfants, dont un sourd. Je travaillais avant dans la communication, la publicité, et peut-être comme beaucoup de personnes, à un moment de sa vie, on a envie de donner plus de sens à sa carrière. Et je me suis donné 1 an pour dire, tiens, je vais essayer, voir un petit peu. Dans le monde de l'éducation, il y a quelque chose à faire. Et vous voyez, ça fait pratiquement 30 ans et je suis toujours là. Donc vous n'êtes pas dit... là, il y a un truc à faire dans la formation en éducation, il y a un manque. Vous êtes plutôt dit, en fonction de votre propre vie personnelle, j'ai envie aujourd'hui, mes problématiques sont celles-ci, et je veux reproduire ces problématiques personnelles dans ma vie professionnelle. Complètement. C'est-à-dire que je ne suis pas enseignant, mon associé n'est pas enseignant non plus, et on est parti en tant que parents et élèves, de dire de quoi, qu'est-ce qu'on constate, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on voudrait pour nos enfants. Donc on est parti sur cette logique-là, et apparemment, c'est une bonne logique. Et apparemment, c'est une bonne logique, parce que 97, c'était il y a quelques années, vous êtes toujours là, vous êtes même une référence dans cette... On est leader de très loin. Vous êtes leader de très loin dans ce secteur. Vous avez parlé des profs, votre relation avec les profs, elle s'est bâtie comment, année après année? Comment est-ce que vous êtes entré dans ce monde que vous ne connaissiez pas ou peu? Parce que vous avez dit que vous aviez des enfants, donc l'école, c'est quelque chose que vous connaissiez. Alors, si on regarde dans les années 90, il y avait pas on parlait des petits cours. C'est la petite annonce à la boulangerie. Donc, c'était un marché, un bricolage. C'était un marché de 2 milliards. Mais il n'y avait aucun référent, il n'y avait aucune norme. C'était le travail au black, le petit étudiant, etc. Donc, ce qui nous a motivés, c'est de structurer ce marché. Donc, donner ce qu'on appelle une marque référent, de dire référent en termes de marque, en termes de qualité de service, en termes de prix. C'est ce qu'on a fait les 10 premières années, qui est quelque part de créer ce référentiel dans ce secteur qui est le soutien scolaire, l'accompagnement scolaire, et quitter le monde des petits cours et de l'amateurisme quelque part sur une entreprise avec des normes, avec une qualité, des obligations de résultats. Est-ce que c'était compliqué? Donc là, on remonte évidemment plus de 20 ans en arrière, mais de s'insérer comme ça dans un business qui n'existe pas, de structurer ce que vous venez de me dire. Est-ce que c'est chose complexe? Est-ce qu'on vous fait confiance? Est-ce qu'on vous regarde avec des yeux grands comme ça? Si vous vous souvenez bien à l'époque, qu'est-ce qu'on vous disait? Alors, c'était en fait très compliqué parce que c'était dans le marché, si je puis dire, de l'enseignement. Qui est sacré, qui est sur la gratuité et qui appartient qu'aux enseignants. Donc quelque part d'avoir des gens qui arrivaient sur ce secteur-là en disant on va structurer ce marché, on a eu ça pose déjà de fait, ça pose un problème. Ça pose un problème. Après effectivement, vous regardez les articles il y a 30 ans, le mot était plutôt proche de officine que entreprise. Vous voyez, donc voilà, maintenant on fait partie du paysage.
Maintenant, c'est bien ou pas bien qu'Academia, ça nous va, mais on fait partie du paysage. Votre offre de formation, comment vous l'avez déployée, comment vous l'avez conçue? Parce que la formation, c'est pareil. Oui. Depuis 97, avec le digital, Oui. le besoin de compétences, Oui. tout évolue en permanence. Alors, ça bouge tout le temps. D'ailleurs, Ouais. c'est pour ça que c'est passionnant. Vous ennuyez pas, vous n'êtes jamais ennuyé une seule Jamais. seconde. En fait, il y a eu 3 phases. Structurer le marché du cours particulier, ce qu'on disait. Deuxième phase, qui est de dire, quelque part, c'est une approche pédagogique, faire que l'heure de cours chez Academia soit plus efficace qu'ailleurs, avec toujours comme concept, je dirais, l'individualisation, dire que chaque enfant a des besoins uniques et est unique. Cas par cas. Cas par cas. Quelque part, face à la massification et la difficulté qu'a un prof avec 35 ou 40 élèves, nous, on a cette chance de pouvoir avoir un prof, un élève. Et la troisième phase, qui est effectivement la digitalisation, c'est-à-dire quelque part tout ce que la technologie peut nous apporter. Et on a eu pendant le Covid, effectivement, cette explosion de la digitalisation, avec quelque part de mauvais souvenirs, bien souvent, pour les élèves, mais il y a de la très très bonne digitalisation. Il y a de la bonne digitalisation, Ouais. et justement, vous parlez de ce moment qui finalement qui reste. Oui. À chaque fois que j'en parle, je me dis tiens, on va passer à autre chose, et finalement on en revient toujours, Ouais. parce que ça veut dire que c'est révélateur. Oui. C'est un moment très important. Qu'est-ce que vous avez quand ce moment s'est produit? Est-ce que vous étiez déjà à l'aise avec ces technologies? Est-ce que chez Academia on maîtrisait la culture digitale de l'enseignement, de la formation, ou alors est-ce que d'un Ça coup arrivait on comme s'est ça. dit waouh, il faut foncer là-dedans, quoi? Alors, ça faisait 3 ans qu'on travaillait sur des projets. On a travaillé avec une université américaine qui s'appelle Minerva, qui est en train de révolutionner un petit peu le marché étudiant aux États-Unis. Donc, on avait la technologie, on avait la pédagogie, et il fallait simplement former plus d'enseignants à cette technologie-là. C'est-à-dire que lorsque vous avez le bon outil, la bonne pédagogie et des enseignants, et très bizarrement, c'est pas les mêmes qui sont bons face à une caméra qu'en salle de cours. Mais c'est pareil un peu que dans les entreprises. Oui. En réunion, il y a des gens qui sont plus à l'aise en physique, autour d'une table, et des gens qui sont pas du tout à l'aise. En revanche, devant un outil de visioconférence, ils osent prendre plus la parole. On a C'est exactement assez la même hallucinant, chose chez les parce que, enseignants. Ouais. oui, il y a une décomplexion Ouais. devant l'écran. Ça existe, ça. Tout à fait. Et cette technologie-là, ou cette approche pédagogique, on l'a développée jusqu'à créer des écoles distancielles. Donc aujourd'hui, on a une école qui s'appelle 8 Campus, qu'on a créée en partenariat avec la Fédération française de tennis, où les élèves ont école qu'en distanciel. Et en termes d'innovation, justement, est-ce que l'innovation, aujourd'hui, ça fait partie de votre... peut-être pas de votre raison d'être, mais disons de vos gros enjeux, j'imagine, d'innover dans la formation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? C'est au cœur, je dirais, on y consacre 3% de notre chiffre d'affaires chaque année. On a créé des centres de co-learning, où l'enfant peut venir, je dirais, c'est un genre de sas entre le monde de l'école et le monde de la maison, un espace où il peut venir travailler. Il y a eu toute cette partie, effectivement, distancielle qu'il a fallu monter, sur lequel il a fallu investir. On a aujourd'hui plus de 100 centres Academia, partout en France. Donc effectivement, l'innovation est au cœur du sujet. Et aujourd'hui, on pourrait parler de l'intelligence artificielle, en quoi l'IA va révolutionner ou pas le monde de l'éducation. Révolutionner ou pas? Oui. Alors? Écoutez, si on se replonge un peu en arrière, on a dit la télévision allait tuer l'école. On a dit qu'Internet allait tuer l'école. Maintenant, on dit que l'intelligence artificielle va tuer l'école. Je sais pas. En tout cas, c'est un outil, c'est quelque chose qui est utile. Il faut prendre en compte. Oui. Qu'il faut pas voir comme... c'est un petit peu comme le... Vous voyez, on interdisait la calculatrice, il y avait la règle à calculer. Exact. On interdisait la calculatrice, maintenant c'est accepté. Il y a toujours eu peut-être pas cette hostilité, mais cette défiance, cette peur, cette défiance à l'égard de la technologie, peu importe les époques, c'est ce que vous venez un peu de me dire. Complètement. Et ce que va apporter l'intelligence artificielle, ou en tout cas sur quoi il faut que nous travaillions, c'est qu'on va passer quelque part sur une éducation de la réponse, c'est-à-dire que le professeur pose une question et l'élève apporte une réponse, à une culture du questionnement. C'est-à-dire que c'est celui qui saura poser la bonne question à un outil qui, lui, aura la réponse. Donc ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que le bon élève sera celui qui, non pas qui aura la réponse, mais qui saura poser la bonne question. Donc celui qui fera le pas de côté, qui apportera de la nouveauté quelque part. Oui, ou qui saura relancer son questionnement pour affiner sa recherche. Mais il y aura toujours besoin d'enseignants. Parce que est-ce que ce que me dit la machine est juste ou pas ?
Ouais, mais c'est pareil pour les journalistes, il faut poser les bonnes questions, faire un pas de côté exactement pareil. dire des choses qui ne sont pas. Mais il y aura toujours besoin de gens comme moi. Rassurons-nous. La concurrence. Oui. Philippe Colléon existe, elle a même beaucoup, le digital, on en parlait, a fait un peu bondir cette concurrence. Comment vous faites, vous, pour rester, vous êtes leader, mais comment vous faites pour le rester? Parce qu'au milieu de toute cette technologie, justement, c'est un marché, l'éducation, c'est un marché gigantesque. Comment faites-vous pour avoir une veille et une innovation nécessaire pour rester le leader, la référence, quoi? Alors, je pense qu'une entreprise doit toujours rester sur ses fondamentaux. Nous, nos croyances, c'est que rien ne remplacera un enseignant. On peut ajouter beaucoup de technologies, de choses, mais toutes les plateformes qu'on va se créer, c'est plus concurrent du livre que de l'enseignant, premièrement. Deuxièmement, notre marché de 2 milliards est occupé à 60% par le travail au noir. D'accord ? Donc notre principal concurrent, c'est le travail au noir, non déclaré. Donc notre source de développement, c'est de convaincre des gens qui ne déclaraient pas d'aller sur le marché déclaré. Et pour ça, on a été aidé par ce qu'on appelle le crédit d'impôt instantané, qui est une mesure gouvernementale justement pour lutter contre le travail au noir, qui permet à la famille de ne payer que 50% des coûts des cours. Et ça, c'est votre bataille depuis le début? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, porte. Depuis 5 ans sur le travail au noir. Et qu'est-ce que vous, en 5 ans d'observation, qu'est-ce que vous voyez? Les lignes bougent. Les lignes bougent parce que quelque part, globalement, toutes les sociétés de services à la personne, soit dans le ménage, maintien à domicile, personnes âgées, éducation, ça accompagne un secteur plus de 19 secteurs et ça montre effectivement le développement de ce secteur qui est pris sur le travail au noir. Philippe Colléon, votre regard sur ce qui chamboule, on en a un peu parlé, mais ce qui chamboule actuellement le monde de l'enseignement, de l'éducation. Donc on dit que le prof qui était jadis, le professeur était le métier le plus beau du monde. Aujourd'hui, on peine à recruter. Ce n'est plus le plus beau métier du monde. Non, ce qui est terrible. Ça doit rester. C'est le plus beau métier du monde. La transmission du savoir, je dis toujours, c'est le moyen d'enrichir quelqu'un sans s'appauvrir. Et c'est un des plus beaux métiers du monde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas forcément une analyse plus pertinente que les autres, mais je pense qu'il y a une crise de confiance. Crise de confiance des enseignants, de l'institution et quelque part des élèves. C'est-à-dire que ce qu'on leur demande n'est pas possible aujourd'hui de résoudre tous les problèmes de la société. Mais il faut qu'on repense l'enseignement, je pense différemment, s'inspirer aussi de ce qui se passe parfois dans d'autres pays. Et surtout, par exemple, tous les pays nordiques, où quelque part il y a une grande place laissée, j'irais presque aux travaux manuels, à l'expression, au travail collectif. Vous savez que le meilleur moyen d'apprendre, c'est par ses pairs, c'est en collectif. Donc de pouvoir développer le travail collectif, collaboratif. On parle beaucoup en entreprise de travail collaboratif, ça doit se faire à l'école beaucoup plus. Et je vous dis, passer d'une intelligence de réponse à une intelligence du questionnement. Vous parliez des mathématiques, en fait la difficulté des mathématiques, c'est pas la réponse, c'est de comprendre la question. Ce sera le mot de la fin. Philippe Colléon, merci de votre invitation. Fondateur, merci à vous d'être venu, d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes cofondateur d'Academia, je vous remercie infiniment de votre venue. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.